Toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette audition. Donc, audition qu'on donne dans le cadre du projet ClimaSup INSA, en partenariat entre le groupe INSA et The Shift Project. Et l'objectif de l'audition est double. Il s'agit d'un côté d'amener des éléments de compréhension relatifs à la biodiversité et de l'autre côté de pouvoir discuter ensemble des compétences et des connaissances liées à la biodiversité qu'il faudrait intégrer dans les parcours d'ingénieurs du groupe INSA. Et donc aujourd'hui, c'est Félix Lallemand, docteur spécialiste dans le domaine de la biodiversité qui nous rejoint. Je pense que je laisserai se présenter de façon plus précise. Je voulais juste rappeler l'agenda. Donc à 17 heures, c'est-à-dire maintenant, nous allons parler des enjeux de la biodiversité pendant une demi-heure et ensuite un quart d'heure sur les connaissances et les compétences nécessaires à l'ingénieur de demain. On pourra ensuite discuter sur ces deux thématiques lors de la séance de questions-réponses, un quart d'heure pour la biodiversité en général et une demi-heure sur les questions plutôt relatives aux connaissances et aux compétences liées à la biodiversité dans les métiers de l'ingénieur de demain. Voilà, merci et je cède la parole à Félix. Merci Damien. Alors effectivement, je viens du monde de la recherche en écologie. J'ai fait une thèse au Muséum national d'histoire naturelle à Paris sur les interactions symbiotiques entre les plantes et les champignons. Donc c'était vraiment sur un aspect spécifique de la biodiversité. Je ne suis pas un spécialiste de la question en tant que telle, mais je m'intéresse évidemment aux questions liées à l'écologie de manière générale et donc aux grandes problématiques environnementales qui se posent vis-à-vis de la crise qu'on vit actuellement sur le problème de la biodiversité. Donc je vais essayer de partager l'écran. Tac. Vous allez me dire si c'est bon. C'est bon, super. Je ne sais pas si je peux me mettre en plein écran, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus. Vous voyez bien là les petites photos? Ok. Bon, on voit. Donc on va parler de biodiversité. Alors je ne vais peut-être pas respecter exactement le découpage que Damien a présenté. On va mélanger un petit peu à la fois les connaissances générales qui me semblent importantes d'avoir sur cette thématique-là, propre aux ingénieurs ou finalement propre à n'importe quel citoyen aujourd'hui. Et voilà, on va essayer de mélanger un peu tout ça, mais en tout cas, on prendra le temps à la fin pour en discuter et essayer de peut-être définir un peu plus précisément ce qui relève vraiment des compétences propres aux ingénieurs aujourd'hui sur cette thématique. Donc là, vous avez un petit échantillon de la biodiversité, donc seulement une partie. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière ce terme-là. Pour commencer, alors, donc trivialement, qu'est-ce que la biodiversité? C'est la diversité biologique, donc la diversité de la vie sur Terre, et on peut l'envisager à trois grands niveaux. Si on part du niveau le plus large, c'est celui des écosystèmes ou encore des biomes, donc en fait des grands ensembles un peu, disons, circonscrits avec des conditions climatiques particulières qui vont faire qu'on on va avoir une certaine unité dans un biome donné, dans les assemblages d'espèces qu'on va y trouver. Donc, c'est par exemple le biome des déserts, des forêts tempérées, des milieux marins profonds, des reliefs d'altitude, voilà, donc les grands biomes terrestres qui recèlent donc une grande variété d'écosystèmes dans laquelle vont pouvoir s'installer différentes espèces. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau de la biodiversité, le plus large, c'est la diversité des écosystèmes ou encore des biomes. Le deuxième niveau, c'est celui des espèces qui vont vivre à l'intérieur de ces écosystèmes. Et donc, c'est très vaste. Il peut y avoir plus ou moins d'espèces selon les écosystèmes, évidemment. On verra quelques éléments qui vont déterminer leur abondance. Mais en tout cas, c'est le deuxième niveau de biodiversité, c'est celui donc, des espèces qui est une unité de la classification du vivant, assez utile parce qu'elle est fonctionnelle, les espèces sont bien délimitées, c'est des organismes qui se reproduisent entre eux, et il y a des barrières entre les espèces, des barrières reproductives entre les espèces. Et enfin, le dernier niveau de la biodiversité, c'est celui de la diversité génétique. Donc, c'est l'ensemble des gènes qui vont constituer le patrimoine génétique au sein d'une espèce donnée. Là, vous voyez sur ces différentes photos d'une fleur, de fleurs d'orchidées d'une espèce donnée, l'orchis sureau, l'orchis pourpre, on va avoir toute une diversité dans la forme de ces fleurs, mais on est toujours au sein de la même espèce. Donc, il y a une variabilité génétique au sein des espèces. Voilà pour les trois niveaux de la biodiversité.
Alors, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de cette biodiversité? Là, vous avez les différents groupes d'êtres vivants. Vous voyez des virus aux cordés à la fin, là, chordate, c'est essentiellement les vertébrés. Avec en rouge, enfin plutôt en bleu, les espèces qui ont été décrites et en rouge, celles qu'on estime qui existent mais qui n'ont pas encore été décrites. Donc ça, c'est du côté gauche de la figure et du côté droit, vous avez les pourcentages respectifs de ce qui est connu en vert et de ce qui est inconnu en jaune. Alors vous voyez que en fait, l'essentiel de la biodiversité aujourd'hui, elle n'est pas connue, elle est simplement estimée et donc on connaît grosso modo les gros trucs, donc les plantes, les insectes sont encore relativement gros, les vertébrés, et cetera, donc plutôt les organismes macroscopiques. Le reste est beaucoup moins bien connu, notamment évidemment chez les virus et les bactéries. Là, on est vraiment sur des estimations très larges avec de grandes incertitudes. Mais vous voyez que même chez les eucaryotes, les organismes dont les cellules possèdent des noyaux, il y a encore une large part de la biodiversité qui n'est pas connue. Ce qu'il faut noter aussi, c'est quand même que donc les groupes ne sont pas représentés de la même manière, hein. Il y a des groupes qui sont beaucoup plus abondants. Notamment, vous voyez que les insectes, à eux seuls, représentent la majorité de la biodiversité, à la fois décrite et estimée. Donc c'est vraiment le groupe d'êtres vivants qui aujourd'hui est le plus diversifié. Donc au total, on a environ 2 millions d'espèces qui ont été décrites aujourd'hui et on estime que le total, lui, est supérieur à 8 millions. L'ordre de grandeur, c'est 8-10 millions d'espèces qui seraient à découvrir. Alors, comment se structure cette biodiversité à l'échelle de la planète? Donc, comme vous voyez, là, c'est une carte du globe, de la Terre, qui vous montre un peu les zones le nombre de plantes, nombre d'espèces de plantes dans les différents biomes terrestres. Et donc, vous voyez qu'il y a certaines régions qui hébergent une plus grande diversité végétale que les autres. C'est notamment le cas dans les zones équatoriales. Vous voyez le bassin amazonien, par exemple, mais aussi toute la cordillère des Andes, qui apparaît comme une zone à forte diversité. La zone centrale américaine aussi. Vous avez le bassin congolais, l'Afrique de l'Ouest, toute la zone du sud-est asiatique, et puis aussi les zones méditerranéennes, enfin climat méditerranéen, donc évidemment autour de la Méditerranée, mais aussi, vous voyez, en Afrique du Sud et au niveau du sud-ouest de l'Australie, là au Cap Léowyn, où là aussi on a des climats de type méditerranéen qui abritent une grande richesse végétale. Du côté des animaux, c'est à peu près la même chose, c'est la même carte, mais qui concerne les vertébrés, soit terrestres, soit marins. Et vous voyez que pareil, on retrouve une bande équatoriale, intertropicale, avec une grande richesse de vertébrés. Et vous voyez notamment les zones marines qui ressortent, avec en particulier les récifs coralliens qui hébergent une grande diversité. Donc, à retenir de tout ça, c'est que donc, la biodiversité n'est pas répartie de manière homogène sur la surface de la planète et qu'elle est maximale dans toute la zone intertropicale avec des biomes de type forêt, les reliefs montagneux, les îles et les récifs coralliens qui sont dans cette zone. Et puis aussi, on a les régions méditerranéennes, un climat méditerranéen qui héberge aussi une grande part de la biodiversité mondiale. Alors, qu'est-ce qui fait que dans ces zones-là, on a une forte biodiversité? D'une part, ce sont des milieux caractérisés par une forte productivité biologique, autrement dit une capacité à produire de la biomasse importante, donc à avoir beaucoup de végétaux qui peuvent faire de la photosynthèse tout simplement. Et ça, c'est rendu possible par des conditions climatiques favorables, notamment conditions d'accès à la lumière, température plutôt chaude, un climat plutôt humide et une richesse en nutriments qui fait, enfin, tous ces facteurs font que la photosynthèse peut se dérouler de manière optimale et que donc on a une production importante de biomasse qui derrière peut alimenter tout un tas d'autres organismes et donc avoir une richesse biologique derrière. Et un autre facteur très important, c'est l'hétérogénéité au sein des écosystèmes, c'est-à-dire la diversité des ressources et des habitats qu'on va pouvoir trouver et qui vont être autant de niches écologiques qui, derrière, vont pouvoir être exploitées par diverses espèces. Donc si on reprend par exemple, si vous vous rappelez la carte de la végétation, là on avait les reliefs qui sont des zones où les conditions sont en fait très hétérogènes sur une petite surface avec donc des zones, des niveaux d'altitude qui vont montrer des gradients dans les conditions d'habitabilité de ces zones, avec des conditions de température, d'ensoleillement et tout ça qui ne vont pas être les mêmes. Et cette hétérogénéité, notamment donc, dans les zones de relief, va faire qu'une grande diversité d'espèces va pouvoir s'installer.
Alors, il faut bien comprendre aussi que ces facteurs, productivité et hétérogénéité des milieux, en fait, vont dépendre de la biodiversité qu'ils hébergent elles-mêmes. C'est-à-dire que les espèces, en retour, vont influencer les milieux et vont faire qu'ils peuvent abriter plus ou moins de biodiversité. L'exemple typique, c'est les récifs coralliens. Vous voyez qu'il y a des coraux qui sont des associations symbiotiques entre des organismes animaux et des algues. Et en fait, on va avoir donc dans ces récifs coralliens tout un tas d'habitats nouveaux qui vont pouvoir se créer, de ressources nouvelles qui vont largement améliorer, enfin augmenter l'hétérogénéité de ces milieux marins et qui vont derrière donc provoquer une grande, enfin, tout un tas de niches écologiques qui vont être ouvertes pour d'autres espèces. Donc les espèces elles-mêmes participent à la biodiversité, peuvent l'améliorer. Alors, autre chose sur la structuration de la biodiversité, c'est comment se répartit la biomasse terrestre, donc la masse de tous les êtres vivants. Ça, c'est un graphique qui vous montre justement cette répartition-là. Vous voyez qu'en fait, l'essentiel de la biomasse sur Terre, elle est constituée par les plantes et les bactéries. Vous voyez que les plantes consistent en une bonne part de toute cette biomasse. Alors, c'est une étude qui est parue en 2018. Tout ça, ce sont des estimations, des ordres de grandeur. Peut-être que les bactéries, c'est en fait 2, 3, 4 fois plus que ça. Ça dépend un peu de comment les chercheurs ont fait leur étude, mais ça vous donne un peu les grandes idées. Et si on regarde pour les animaux, là, qui finalement sont juste une toute petite part de la biomasse, vous voyez qu'au sein des animaux, c'est surtout les arthropodes, c'est-à-dire les insectes, les araignées, les crustacés, toutes ces bestioles, et les poissons qui consistent l'essentiel de la biomasse, avec les humains là, qui sont en bas à droite. Et on va zoomer un petit peu sur ça. Donc une biomasse qui est donc essentiellement végétale et microbienne. Et si on regarde un petit peu là, cette zone en bas à droite du graphique sur les animaux, c'est intéressant. Ça, c'est à peu près la même chose. Ça vous montre la biomasse des mammifères terrestres seulement. Et vous voyez que l'essentiel de cette biomasse, elle est constituée par les êtres humains, au milieu en bleu, et par ces animaux d'élevage en marron. Vous avez les vaches à gauche, les cochons, les chèvres, les moutons, les chevaux. Et en fait, si vous prenez la masse des humains et de leurs animaux d'élevage, vous comparez aux autres mammifères terrestres, eh bien, nous et nos espèces constituons plus de 95% de cette biomasse-là. Donc, il y a une surreprésentation très nette de Homo sapiens et de ces espèces animales domestiquées au sein des mammifères terrestres. Sur le graphique, quelle est l'unité là? Il y avait marqué GTC, c'est quoi? C'est gigatonnes de carbone? Oui, c'est ça, c'est des gigatonnes de carbone. Ouais. D'accord, merci. Et là, pareil, chaque carré représente 1 million de tonnes, je crois. Il faudrait vérifier. Non, c'est peut-être plus que ça. Je n'ai pas le chiffre, l'échelle en tête. Donc, maintenant qu'on a vu comment la biodiversité était structurée, c'est important de voir un peu comment cette biodiversité évolue au cours du temps. Alors, pour rappel, il y a 3 niveaux de biodiversité. Un qui va nous intéresser particulièrement, c'est la diversité génétique. Donc, si vous regardez à nouveau donc, ces photos là, de fleurs d'orchidées, vous voyez qu'il y a tout un tas de coloris différents. On est toujours dans une seule espèce, mais l'orchis pourpre, mais par contre, on a donc des coloris différents, de la même manière qu'au sein des populations humaines. Vous allez avoir tout un tas de différences de couleur de peau, de cheveux, d'yeux, etc. C'est la même chose. Et tout ça est déterminé notamment par le patrimoine génétique de ces individus, et aussi un peu par des facteurs environnementaux. Donc, qu'est-ce qui crée cette variabilité? En fait, ce sont des mutations de l'ADN, qui est le support de l'information génétique, et un brassage des divers gènes, diverses formes des gènes qu'on appelle les allèles, au sein des populations par la reproduction sexuelle, donc par le mélange des gamètes entre les individus mâles et femelles au sein des populations. Donc, tout ça crée de la diversité et aboutit donc à ce genre de choses avec des fleurs donc, qui ici présentent tout un tas de coloris différents. Donc, si on part de notre exemple ici, donc on voit qu'on a tout un tas de fleurs avec, qui sont plutôt d'un teint rose avec des taches un peu plus foncées. Et puis là, vous voyez en bas à droite, on a une fleur qui est toute blanche. Voilà, il y a une diversité qui existe au sein de cette espèce-là. Et peut-être que cette fleur blanche est issue d'une mutation dans les enzymes qui participent à la coloration de la plante, ou alors c'est simplement un agencement particulier des allèles des gènes qui font que cette fleur est blanche, peu importe. On a une diversité qui existe et qui va avoir des effets derrière plus général. Donc, on va regarder comment ça se passe à partir de cette situation de base. Donc, notre orchidée, elle est pollinisée par un pollinisateur, disons une abeille.
qui va avoir plus ou moins de préférence pour les coloris floraux, qui est un des motifs d'attraction des pollinisateurs, hein, évidemment, chez les plantes. Si notre abeille aime bien les teintes plutôt roses avec des taches, eh bien, elle ne va pas aller visiter les fleurs blanches, et donc les gènes qui codent pour ces fleurs blanches ne vont pas se retrouver dans les générations suivantes. Donc, on va avoir une disparition de ces fleurs blanches, on va retrouver une population plutôt homogène avec ce qu'aime bien l'abeille. Inversement, s'il s'avère que cette mutation fleur blanche, pour des raisons qu'on ignore, mais plaît beaucoup à ce pollinisateur-là, eh bien, elle va aller de manière préférentielle visiter ces fleurs et donc participer à la dissémination des gènes qui participent à ce coloris particulier. Et donc, on peut, comme ça, de génération en génération, avoir une augmentation de la fréquence de ces caractères-là, et on peut carrément aboutir à une transformation de l'espèce qui aura des fleurs toutes blanches. Et puis, on peut avoir encore un cas intermédiaire où notre pollinisateur d'origine continue à aimer les fleurs roses, et puis on a un autre pollinisateur qui est dans l'écosystème et qui lui aime bien les fleurs blanches et qui va se mettre à polliniser cette espèce à fleurs blanches. Et en fait, on va avoir comme ça une séparation entre une lignée qui va se reproduire entre elles par l'intermédiaire du pollinisateur qui aime les fleurs roses, et une autre lignée qui va se reproduire entre elles avec cet autre pollinisateur qui aime les fleurs blanches. Et ce qui aboutit en fait à deux espèces différentes, ce qu'on appelle un processus de spéciation. C'est pour vous montrer un peu tout ce qui peut se passer à partir d'une même création de diversité génétique avec les processus classiques de mutation et de reproduction sexuelle. Ce que vous montre cet exemple, c'est que derrière la sélection naturelle, donc la capacité, enfin la capacité à transmettre ces gènes à sa descendance, agit comme un filtre sur la diversité dont on vient de parler. Voilà, ça c'était un peu l'aspect théorique pour comprendre, disons sur le temps long, aux échelles biologiques, comment la biodiversité évolue. C'est le mécanisme donc, de sélection naturelle, création de variétés, sélection. Alors, en plus de ça, la biodiversité dépend évidemment des changements de l'environnement. Alors que ce soit des perturbations ponctuelles, ici vous avez une forêt française après la tempête de 99. Vous voyez, il y a eu tout un tas de la forêt dont les arbres ont été abattus par la tempête. Ça, c'est le genre de perturbations ponctuelles qui touchent fréquemment tous les écosystèmes. Derrière, vous allez donc avoir toute une succession végétale qui se met en place, avec d'abord des espèces plutôt de lumière, à croissance rapide, etc., qui vont arriver, qui vont donner ensuite, permettre à d'autres espèces de s'installer, et tout ça. On va avoir toute une recomposition des assemblages d'espèces suite à cette perturbation-là, qui fait que la biodiversité va changer au cours du temps. Mais là, c'est donc vraiment suite à une perturbation ponctuelle. Inversement, on peut avoir des perturbations chroniques. Par exemple, là, vous avez une photo d'un rat. L'arrivée d'un rat sur une île, par exemple, avec des espèces qui n'ont jamais eu affaire à ce rongeur-là, peut avoir tout un tas de conséquences derrière, parce que le rat peut se mettre à manger les œufs, à interagir avec les espèces, à faire de la prédation, etc. Donc là, on a une pression de sélection importante qui se crée, avec donc derrière des adaptations et l'évolution des espèces qui étaient présentes sur l'île avant l'introduction du rat. Vous voyez deux types de perturbations qui, dans un cas, va avoir des effets plutôt de dynamique des espèces, des populations, vraiment sur un endroit donné, et dans l'autre cas, qui va plutôt donner lieu à des processus évolutifs sur le temps long, avec des espèces qui vont disparaître, d'autres qui vont s'adapter, etc. Ce qui est important de noter là, outre les aspects temporels, c'est aussi que l'environnement d'une espèce donnée, la biodiversité au sein d'un écosystème, ça inclut aussi les autres espèces, c'est-à-dire les facteurs qu'on appelle biotiques. Donc les perturbations, elles peuvent être soit biotiques, soit abiotiques. Autre exemple de perturbation sur le temps long, cette fois, c'est le dernier réchauffement, passage de la période glaciaire à la période interglaciaire qu'on connaît, il y a moins 20 000 ans. En gros, vous voyez que, donc ça c'est une carte de l'Europe à gauche à l'époque du dernier maximum glaciaire, où vous voyez en blanc les calottes glaciaires qui s'étendaient jusqu'aux îles britanniques, en Scandinavie, etc. Vous aviez des écosystèmes qui étaient principalement de la toundra ou un peu de taïga, et puis aujourd'hui les écosystèmes que l'on connaît. Tout ça, en fait, c'est fait de manière très graduelle suite au réchauffement moyen de la température terrestre de 5 degrés. Donc là aussi, on a une évolution de la biodiversité dans ces écosystèmes qui est très nette et qui s'est faite sur le temps long suite à des changements de l'environnement, typiquement.
typiquement ici un changement du climat. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la biodiversité, elle est en évolution permanente, c'est vraiment un paramètre dynamique, et que les espèces passent leur temps à se déplacer, se transformer et s'adapter à un environnement qui est toujours changeant. Alors, si on continue à prendre du recul, ici vous avez un graphique qui vous montre l'évolution de la biodiversité au cours des temps géologiques, avec comme indicateur de cette biodiversité le nombre de genres d'animaux marins, qui est voilà, représenté ici avec les petits histogrammes. Et ce qu'on peut constater, donc, c'est, d'une part, on a cette tendance à l'augmentation du nombre de genres d'animaux marins, qui est, enfin, soit qui s'explique par un biais de conservation des fossiles et d'échantillonnage, on a mieux accès à la biodiversité récente, soit effectivement à un processus d'augmentation de la biodiversité au cours des temps géologiques, peu importe après tout. Ce qui est important de noter ici, c'est les triangles jaunes qui correspondent à des phénomènes d'extinction massive de la biodiversité, vous voyez là, qui chutent drastiquement. On en dénombre 5 dans le passé, avec peut-être le plus célèbre qui est cette transition il y a moins 65 millions d'années entre le Crétacé et l'ère tertiaire, qui a notamment vu s'éteindre tous les dinosaures non aviens, non oiseaux. Et vous voyez donc des phénomènes de mort massive de la vie sur Terre, avec des disparitions parfois allant jusqu'à 80-90% des espèces présentes. Donc on a comme ça plusieurs événements brutaux d'extinction de la vie sur Terre qui sont liés à des changements environnementaux très rapides à l'échelle des temps géologiques et de large ampleur à l'échelle de la planète. Typiquement, c'est le genre d'événements liés à des épanchements de lave volcaniques importants sur le long terme qui vont changer complètement les conditions climatiques. C'est aussi des phénomènes très ponctuels et très brutaux, comme des impacts d'astéroïdes sur la Terre, etc., qui vont engendrer ce genre de perturbations de long terme. Enfin, ponctuelles, mais qui ont des répercussions sur le long terme. Alors, évidemment, quelque chose qui va nous préoccuper, c'est l'actuelle crise du vivant qu'on considère comme étant la 6e extinction massive de la biodiversité. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Déjà plusieurs constats. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être constaté, vous, à votre échelle de vie. C'est tout simplement le fait qu'après un long trajet en voiture, en campagne aujourd'hui, ce genre de résultat où il y a plein d'insectes sur le pare-brise est devenu très rare, voire carrément exceptionnel. Et ce genre de sensations un petit peu intuitives que les insectes disparaissent est confirmée par de nombreuses études. La plus récente, là, parue l'année dernière, a fait état d'une perte des 2/3 des insectes dans des prairies en Allemagne en seulement 10 ans. Et il y a toutes les raisons de penser que la situation est assez semblable en France. Donc on est vraiment sur des effondrements des effectifs d'insectes ici dans des zones agricoles. Évidemment, les espèces qui dépendent des insectes pour se nourrir en subissent elles aussi des conséquences. Ça, c'est des données sur les oiseaux et les chauves-souris. Vous voyez que là aussi, les populations sont très sévèrement affectées et que c'est vraiment dans une période récente qu'on a un effondrement comme ça des effectifs de ces populations. Alors, c'est vrai, pas seulement en France, hein, ça c'est à l'échelle mondiale, vous voyez l'indice planète vivante qui est compilé régulièrement par WWF, qui concerne des populations de vertébrés terrestres et aquatiques. Vous voyez qu'il a chuté de 70% en une cinquantaine d'années. Donc c'est vraiment, on est sur des pertes très lourdes sur les populations de vertébrés. Alors on ne parle pas du nombre d'espèces, on parle vraiment des effectifs au sein des populations. Donc c'est comme si vous enleviez 7 animaux sur 10 dans chacune des populations en moyenne au cours de ces 50 dernières années. Donc on est vraiment sur des tendances très lourdes où les effectifs des populations s'effondrent dans tous les écosystèmes sauvages. Ça, c'est un petit peu la même chose, qui vous montre les taux d'extinction dans différents groupes de vertébrés, où vous pouvez voir tout en bas du graphique le taux d'extinction de base, hein, qui est relativement faible, et aujourd'hui, on est donc sur des taux qui sont beaucoup plus élevés, avec à peu près 1% des vertébrés qui ont disparu depuis les années 1500. C'est quand même largement supérieur au taux d'extinction normaux, et on est vraiment sur des phénomènes comparables aux grandes extinctions des aires géologiques. Et puis surtout, ce qu'on note, c'est une accélération très brutale depuis un siècle.
il faut voir que on est sur des rythmes qui sont 50 à 100 fois supérieurs au rythme normal, donc encore une fois comparable aux grandes crises géologiques. Alors la figure que je vous ai montrée là et celle-là, elles sont issues du dernier rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui a fait un grand rapport sur la question de la biodiversité l'année dernière. Voilà, donc ça c'est des figures qui sont reprises de ce rapport, enfin, du résumé aux décideurs de ce rapport-là. Donc si les populations diminuent, les effectifs de population diminuent, évidemment, ça mène à des extinctions locales de certaines espèces et plus généralement à des extinctions globales lorsque ces populations ne sont plus en mesure de se reproduire suffisamment, notamment pour conserver une diversité génétique importante au sein de l'espèce. Et donc, on a comme ça un risque d'extinction qui augmente au fur et à mesure que les effectifs des populations se réduisent, évidemment. Donc là, c'est des estimations qui sont faites justement par la compilation des travaux par les chercheurs de l'IPBES, qui montrent avec les petites barres bleues là le pourcentage estimé d'espèces qui sont menacées d'extinction dans les décennies à venir. Et vous voyez qu'on est vraiment sur des chiffres très importants, hein. Certains groupes ici, comme les dicotylédones, vous voyez en bas là, qui regroupent en fait une bonne partie des plantes à fleurs, donc l'essentiel de la biodiversité végétale. Vous voyez qu'il y a une espèce sur 3 qui est menacée de disparition dans les décennies à venir. Donc on est vraiment sur des chiffres très très importants. Et si on ramène ça à la globalité des espèces sur Terre, l'IPBES estime que 1 million d'espèces est menacée d'extinction dans les prochaines décennies. Autrement dit, une espèce sur 8 en quelques décennies. Donc, vous pouvez imaginer qu'en quelques siècles, ça sera d'autant plus, ça sera largement supérieur. Et donc, évidemment, on est vraiment sur des dynamiques qui s'apparentent à celles des grandes crises géologiques dont on a pu parler juste avant. Alors, quelles sont les causes de la crise actuelle de la biodiversité? Là encore, je reprends les évaluations fournies par l'IPBES, qui regardait un petit peu les différentes causes par grand type d'écosystème. Et en fait, on a des causes assez semblables entre tout ça. La première chose, c'est tout ce qui relève du changement d'utilisation des terres ou des mers, ce qui en fait, derrière tout cela, veut simplement dire destruction de l'habitat ou altération très profonde de l'habitat de certaines espèces. L'exemple le plus simple étant la déforestation, où au lieu d'avoir une forêt, on a derrière typiquement des sols agricoles ou des pâturages extensifs pour des bovins, comme c'est le cas en Amérique du Sud. Et donc ce changement d'affectation des terres, évidemment, prive les espèces qui étaient présentes ici de leur habitat, voire les détruisent directement, et donc ont des impacts évidemment très forts sur la biodiversité. Donc là, vous avez en bas à droite, là, notamment une photo de palmeraie, donc du palmier à huile, qui est aussi un des moteurs importants de la déforestation. Donc il y a plusieurs choses derrière la déforestation, mais quand même l'agriculture, surtout l'agro-industrie, donc les formes les plus intensives et industrielles d'agriculture, sont les principaux moteurs de la déforestation. Et en France, par plusieurs produits que l'on importe, en fait, on retrouve derrière aussi de la déforestation avec donc de nombreux produits à risque, notamment tout ce qui est viande et produits laitiers issus des filières industrielles qui en fait consomment du soja issu souvent d'Amérique du Sud et donc lié à la déforestation pour l'alimentation des animaux, hein, que ce soit les poules, les cochons, les ruminants. On a aussi un enjeu fort sur tout ce qui est crevettes importées avec des déforestations de mangroves qui sont ces forêts côtières, notamment en Asie du Sud-Est, c'est très marqué, l'huile de palme qui provient là aussi pas mal d'Asie du Sud-Est, cacao, café, puis agrocarburants aussi pour l'huile de palme, mais aussi pour le soja qui peut participer à l'élaboration de certains biocarburants. Donc tous ces produits-là en fait qu'on consomme en France sont la plupart du temps associés à des filières pour lesquelles il y a des risques de déforestation. Alors, autre grande cause d'effondrement de la biodiversité, c'est tout bêtement l'exploitation directe des populations, le plus souvent d'animaux, avec l'exemple emblématique qui est la pêche. Vous voyez qu'ici, c'est principalement le milieu marin qui est affecté. Ça, c'est un graphique de la FAO qui vous montre l'état d'exploitation des différents stocks de pêche à l'échelle mondiale, où vous voyez qu'en fait, 90% des stocks de pêche sont exploités
soit à leur maximum de capacité, soit carrément de manière non soutenable. Donc, on est complètement en train de détruire les populations dans ces zones-là. Et ça concerne quand même un tiers des zones de pêche aujourd'hui sur la planète. Donc, on est sur des dynamiques qui mènent évidemment à des destructions de biodiversité importantes dans les océans. Et derrière, une perturbation très lourde des chaînes alimentaires et donc des équilibres écologiques qui ont des répercussions en cascade sur l'ensemble des animaux, des végétaux qui peuplent ces milieux. Alors, le changement climatique ou les conséquences du changement climatique, les diverses perturbations liées à cela, se retrouvent aussi comme cause de la biodiversité, d'effondrement de la biodiversité, avec ici encore un exemple un peu emblématique, c'est les phénomènes de blanchiment de coraux qui sont dus à l'augmentation de la température des eaux de surface dans lesquelles poussent ces coraux. Et donc, voilà, avec des phénomènes de mort en masse dans certains récifs, où derrière, évidemment, il y a des conséquences, là encore, en cascade sur toutes les espèces qui dépendent de ces coraux pour se nourrir ou pour s'abriter. Les différentes formes de pollution sont là aussi un facteur important de dégradation de la biodiversité. Un nouvel exemple, là aussi emblématique, c'est le cas des marées vertes, où en gros, par l'apport important de nutriments, des nitrates et des phosphates principalement dans les cours d'eau, notamment du fait des activités agricoles, eh bien, on se retrouve à favoriser la prolifération de certains organismes qui peuvent facilement utiliser ces nutriments, comme ici des algues vertes, et déjà qui vont entraîner une forte compétition par rapport aux autres organismes, et surtout lors de leur mort et de leur décomposition, vont complètement priver le milieu d'oxygène, provoquer ce qu'on appelle une anoxie, et provoquer derrière la mort en masse de tous les êtres vivants de l'écosystème. Donc là aussi, un phénomène assez emblématique de dégradation de la biodiversité liée à des pollutions, pour le coup d'origine agricole principalement. Voilà, ensuite, les espèces exotiques envahissantes jouent aussi un rôle non négligeable dans l'effondrement actuel, et puis on a d'autres facteurs qui ne sont pas détaillés ici. Un petit zoom sur le système agro-industriel, parce qu'il joue un rôle absolument majeur, on l'a vu à plusieurs reprises. Rappelez-vous déjà la place qu'occupe l'homme et ses animaux d'élevage au sein de la biomasse des mammifères terrestres. Rappelez-vous l'effondrement des populations d'insectes dans les zones agricoles et de toutes les espèces qui en dépendent. En fait, on est vraiment aujourd'hui dans des dynamiques qui sont dans l'intensification et la simplification des agrosystèmes, donc des écosystèmes cultivés. Et ces dynamiques-là expliquent en bonne partie le déclin des ressources et des habitats pour la faune sauvage notamment, et donc une grande perte de la biodiversité associée à ces évolutions agricoles. Et puis, rappelez-vous aussi ces effets notamment de déforestation importée, qui montre que, certes, il y a des dégradations locales, notamment en Europe, avec l'intensification de l'agriculture, mais il y a aussi une empreinte globale associée au système agro-industriel, donc toutes les activités qui permettent de produire notre nourriture, et qui fait qu'il y a des effets qui sont largement en dehors de nos frontières, mais qui sont également associés à nos modes de consommation alimentaire. Alors là, on a vraiment parlé des causes un peu directes d'effondrement de la biodiversité. Mais derrière tout cela, il y a des causes un peu plus indirectes, mais qui provoquent ces phénomènes-là. Donc, dans leur rapport, l'IPBES parle qu'il faudrait mettre en place un changement transformateur pour remédier aux problèmes-là. Ils entendent par là un changement fondamental à l'échelle d'un système qui prend en considération les facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris en termes de paradigme, objectifs et valeurs. Donc en fait, oui, il y a derrière tout cela un modèle actuel, donc un régime capitaliste néolibéral qui s'organise, s'auto-organise en fait, peu importe les volontés individuelles derrière, il y a les règles économiques étant ce qu'elles sont. Tout est fait de manière à maximiser les profits de certains acteurs privés, notamment de certaines multinationales avec des pouvoirs derrière importants d'action sur le monde, et ces profits-là dépendent directement de l'exploitation des ressources naturelles. Donc en fait, on est dans une recherche via ces systèmes économiques-là d'exploitation maximisée des ressources par construction. Et en face de cela, les impacts environnementaux associés à ce modèle économique ne sont pas intégrés dans les coûts. C'est ce qu'on appelle les externalités. Et donc, évidemment, la croissance économique, c'est une mesure directe de la destruction de la vie sur Terre parce qu'on n'intègre pas ces coûts-là dans les prix, dans les coûts pour les entreprises. Donc, en fait, ces deux éléments mis ensemble
explique que tout est fait pour que ça ne se passe pas bien, parce qu'on on ne mesure pas les bonnes choses et on valorise la destruction du monde par construction à nouveau. Alors ça, c'est plutôt pour le paradigme général. Et en plus de ça, il faut ajouter qu'on a entre nos mains tout ce qu'il faut pour agir de manière complètement disproportionnée sur le monde. Ça, c'est un graphique qui montre l'évolution de la consommation mondiale d'énergie avec les différentes sources. Et vous voyez que depuis 50 ans, en fait, on a une explosion de la consommation d'énergie grâce aux énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et en fait, cette consommation d'énergie, elle est directement liée à notre capacité à transformer notre environnement, à agir sur le monde, à exploiter davantage les ressources naturelles. Et donc, on a entre nos mains un pouvoir formidable pour aller encore plus loin dans cette exploitation du monde, transformation du monde en ressources qui nous servent derrière à faire nos activités. Autrement dit, l'utilisation des énergies fossiles donne à nos sociétés un pouvoir de transformation du monde qui est sans précédent et qui, ajouté à ce qu'on vient de dire sur le système, le paradigme économique, fait que tout est mis en place pour que ça ne se passe pas bien. Alors, il y a plusieurs conséquences évidemment défavorables à tout ça. Là encore, en citant l'IPBES, ils disent que nous sommes en train d'éroder les fondements même de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier. Donc c'est suffisamment clair, il n'y a pas besoin d'aller forcément chercher un grand nombre d'exemples. Si on pense par exemple aux grandes sécheresses qui touchent les forêts, même aujourd'hui en Europe, on se doute qu'un pays comme la France, sans ses forêts, ça se passe de manière un petit peu moins sympathique, que des récifs coralliens qui disparaissent, ça pose pas mal de problèmes liés à la sécurité alimentaire des populations qui se nourrissent de la pêche et tout ça, que la disparition des pollinisateurs, ça pose aussi pas mal de problèmes sur nos agrosystèmes, etc., etc. Il y a aussi pas mal de problèmes sanitaires liés à la simplification des écosystèmes, à la multiplication des rencontres entre l'homme et des espèces sauvages porteurs de vecteurs de différents micro-organismes qui peuvent être pathogènes. C'est ce qui est en train de se passer, etc. Donc il y a beaucoup de conséquences négatives. Mais au-delà de la simple approche utilitariste un peu de tout ça, où c'est juste pas bien pour l'espèce humaine, en fait, c'est plus fondamentalement, on assiste à un processus assez simple et bien engagé d'autodestruction de la vie par la vie elle-même, par une espèce Homo sapiens. Voilà, donc en bilan de tout ça, désolé pour le petit pavé, je vais juste lire les phrases avec vous. Ce qu'il faut retenir un peu de tout ça, et qui me semble être important donc, à avoir en tête, que ce soit pour des ingénieurs ou pour n'importe quel habitant de la planète Terre, c'est qu'aujourd'hui, de manière générale, la biodiversité correspond à la diversité de la vie sur Terre, que ce soit les gènes, les espèces ou les écosystèmes. Elle évolue en permanence en fonction des changements de l'environnement et des interactions entre espèces. La biodiversité elle a connu des crises d'extinction massive au cours des temps géologiques et nous sommes entrés dans une nouvelle crise qui trouve son origine dans l'accélération brutale du développement des sociétés industrialisées, elle-même due à l'utilisation massive des énergies fossiles et à la capacité d'agir sur le monde sans précédent qu'elles permettent. Alors, le constat aujourd'hui, c'est que les effectifs de population sauvage sont en diminution dans tous les écosystèmes, conduisant à des extinctions locales puis globales. Et les prévisions, c'est que 1 million d'espèces sur 8 millions à peu près, pourraient disparaître dans les décennies à venir si on ne change pas de trajectoire. Enfin, les causes directes de l'effondrement de la biodiversité sont majoritairement liées à la destruction des habitats, à l'exploitation directe des populations, aux conséquences du changement climatique et de la pollution des milieux. Et de manière plus indirecte, le paradigme économique dominant et l'abondance énergétique réunissent toutes les conditions pour le bon déroulement de ce processus donc autodestructeur. Et en guise de dernière remarque, plus pour ouvrir un peu et lancer la discussion, sur les liens plus généraux entre l'homme et la biodiversité. Je pense qu'il y a un écueil classique, mais qu'il faut faire attention dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber. C'est une vision un peu occidentalo-centrée des rapports entre l'homme et son environnement et qui tendent à l'essentialiser, notamment en disant que l'homme est nécessairement destructeur de la nature. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à des dynamiques tellement fortes que ça paraît... on peut spontanément être amené à penser ça, mais c'est des choses qui ne sont absolument pas démontrées et même démontrables de manière scientifique et qui dépendent évidemment beaucoup du contexte économique, politique, culturel dans lequel on se trouve et qui ne va pas du tout être le même dans une société comme la nôtre que dans tout un tas d'autres sociétés qui habitent encore aujourd'hui la Terre. Des concepts intéressants sur qu'est-ce que notre espèce a de particulier, qu'est-ce qu'Homo sapiens a de particulier.
d'un point de vue écologique, c'est une espèce qu'on qualifie d'ingénieur, comme plein d'autres espèces qui en fait vont agir sur leur environnement, vont modifier leur environnement de manière souvent importante. Alors c'est typiquement le castor qui va faire des barrages et qui va inonder des parties entières du milieu, mais les coraux dont on a parlé en sont aussi. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'espèces ingénieurs et l'homme en est une particulièrement qui agit de manière particulièrement marquée en construisant des choses, en domestiquant des espèces, en interagissant avec d'autres, etc. Donc ça, c'est une particularité intéressante qui n'est pas propre à notre espèce, mais dont elle fait preuve en tout cas de manière assez marquée. Après, est-ce que Homo sapiens est une espèce invasive ou non? Là, on rejoint un petit peu le point précédent, où dire que notre espèce est une espèce invasive, c'est un peu réducteur, dans le sens où ce n'est pas l'espèce Homo sapiens en tant que telle, mais c'est une partie seulement, et notamment la civilisation industrielle avec les problématiques qui y sont associées, qui a aujourd'hui cet impact complètement disproportionné, notamment du fait de l'accès à une énergie très abondante et à sa capacité donc à transformer le monde. Et puis, pour finir, j'aime bien cette citation sur laquelle je terminerai, d'Élisée Reclus, un géographe du 19e siècle, qui disait l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même. Et je le trouve assez juste, et je pense que c'est aussi ce qui permettra peut-être d'inverser la tendance et d'aller vers des choses un peu plus apaisées. Voilà, j'ai terminé, on peut maintenant échanger. Merci beaucoup. Alors, pour échanger, je vais lire peut-être quelques questions qui ont été posées pour que vous puissiez y répondre. Il y avait une question sur, vous avez parlé beaucoup d'extinction d'espèces. Est-ce qu'il y a des tendances à la création de nouvelles espèces? Est-ce que ça, on le sait? Oui, il y a des espèces qui se créent en permanence. Je n'aurai pas forcément les ordres de grandeur en tête, mais je pense qu'ils sont à peu près du même ordre de grandeur que la disparition des espèces, disons dans le taux basal de disparition, là, celui qu'on a vu un moment sur une figure. Donc je crois que c'était de l'ordre de 0,1% des espèces de vertébrés sur une échelle de 500 ans, un truc comme ça. Donc c'est à peu près l'ordre de grandeur pour la création de nouvelles espèces, là aussi. Bon, je vais faire passer. J'avais une autre question, Félix. Tu as parlé des 5 extinctions de masse. La 6e est d'origine anthropique, donc les hommes en sont à l'origine. Est-ce que l'on peut apprendre des 5 premières extinctions pour traiter la dernière, selon toi? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'on peut apprendre de comment ça risque de se passer, mais pas de quelle réponse apporter, parce qu'on peut apprendre je vais essayer de reformuler un peu ça. En gros, on comprend grâce aux extinctions passées, etc., qu'il y a des effets d'emballement et des seuils qui peuvent être franchis dans les mécanismes d'extinction, qui font que dès lors qu'on arrive à une détérioration suffisamment profonde de la biodiversité planétaire, en fait, il y a des effets d'emballement tout simplement qui se mettent en place, ce qu'on appelle des spirales d'extinction, qui font que derrière, les écosystèmes se simplifient de manière très forte et brutale. Donc ça, on sait que c'est un des risques tout à fait plausibles dans la période qu'on est en train de vivre. Après, les causes étant toutes complètement différentes dans l'actuelle crise, non, on ne va pas apprendre à comment réguler notre économie mondiale, comment revoir nos objectifs en termes de développement humain, etc., avec les extinctions passées. Ça, c'est vraiment des questionnements plus fondamentaux au sein de nos sociétés qui convient d'avoir. Et si on revient un peu aux ingénieurs, quels sont les processus et les méthodes qui permettraient une meilleure prise en compte de ces extinctions et donc de les diminuer ou de les éviter? Est-ce qu'on a des pistes par rapport à ça? D'une part, il me semble que comprendre l'ampleur des phénomènes en cours me semble être la priorité, la première chose à bien avoir en tête, dans le sens où on est déjà dans une dynamique qui est enclenchée. Hein, on est vraiment sur les constats aujourd'hui sont que le processus a lieu, est en cours et s'accélère. Donc ça, c'est à mon avis une des premières choses à bien comprendre. Ensuite, sur le rôle des ingénieurs, je pense quand on voit par exemple les effets, les causes directes d'effondrement de la biodiversité qui sont la destruction des habitats, la surexploitation des stocks, le changement climatique, les pollutions, en fait, ça nous donne tout de suite les éléments sur lesquels il faut lever le pied pour ne pas aggraver le problème. Donc, si on est un ingénieur et qu'on travaille sur
je ne sais pas, l'optimisation des méthodes de pêche des navires-usines qui aujourd'hui parcourent les mers pour les vider de ces thons rouges et autres poissons fortement menacés. Évidemment qu'on ne va pas améliorer la situation. Donc, à mon avis, déjà, connaissance des problèmes et de ses causes nous montre un peu les zones rouges sur lesquelles il vaut mieux déjà ne pas trop aggraver le problème. Et après, sur à nouveau les solutions, je pense qu'il faut distinguer les aménagements un peu marginaux qui vont, par exemple, être de l'ordre de la compensation écologique, de la création de nouvelles réserves ou quoi, qui ne règlent pas les fondamentaux du problème, les racines qui sont aujourd'hui notre organisation collective, notre façon de produire des choses, de les consommer, de tout ça. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, une réflexion intime, collective, sociétale à mener, auquel les ingénieurs peuvent contribuer, à mon sens, notamment par une compréhension claire des enjeux, de leurs causes et de leurs conséquences. Après, je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui de réponse technique à apporter là-dessus. Tu as parlé de pouvoir intégrer la question de la biodiversité dans l'économie, puisqu'elle n'est pas aujourd'hui intégrée, c'est une externalité. Alors, il peut y avoir deux questions par rapport à ça. C'est déjà, est-ce qu'il faut vraiment donner une valeur à la nature? Est-ce que ça ne conduit pas à une économisation de l'environnement et sans limite et sans sens? Et une autre question, c'était… pardon, je l'ai perdu, je la recherche. Ah oui, et les coûts externes de ces services écosystémiques seraient apparemment de 2 à 3 fois le PIB mondial et on n'aurait pas les moyens de se payer ces coûts. Alors ouais, c'est une bonne question. Donc, si vous vous rappelez, à un moment, je parlais un peu de deux grands facteurs indirects. Donc, il y a d'une part disons, le paradigme économique dominant, voilà, le capitalisme libéral qui maximise les profits et donc l'exploitation des ressources naturelles. Il y a déjà donc, ce truc-là. Et en parallèle de ça, il y a le fait qu'on externalise les coûts environnementaux. Donc, en fait, on peut voir le problème de ces deux façons-là. Soit on est plutôt, disons, de tendance gauche anticapitaliste et le problème, donc c'est plutôt la première de ces facteurs-là où il faut complètement repenser notre modèle économique, productiviste, etc. Voilà, avec redéfinir les objectifs, les valeurs et tout ça associé, l'idéologie dominante. Ou alors, on est plutôt dans une approche droite libérale où on peut garder ce système, mais il faut intégrer nécessairement des externalités. Et donc, ça pose évidemment la question du chiffrage de tout ça. Et comme tu le dis, Damien, c'est très compliqué. Là, il n'y a pas du tout de consensus scientifique sur comment faire. C'est évidemment des questions qui vont bien au-delà de problématiques de quantification économique. Quel prix associé à la disparition du thon rouge? Personne ne sait trop comment faire ça. Et effectivement, même en essayant de rationaliser un peu le truc et de chiffrer, on se rend compte que les montants en jeu sont complètement colossaux. Et en fait, si on le fait pour de vrai, amène à stopper tout un tas d'activités qui aujourd'hui donc participent à l'effondrement de la biodiversité. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue quelque part. Oui et non, parce qu'on peut décider d'avoir quand même cette approche de monétarisation, mais en acceptant ce que ça implique, c'est-à-dire d'arrêter tout un tas d'activités. Ce n'est pas l'approche réglementaire, c'est plus l'approche marché qui pourrait marcher, entre guillemets, si on est d'accord de le faire. Et pour rebondir justement sur tout ce qui est indicateur, parce que c'est un petit peu lié à ça, tu as parlé de l'indicateur de WWF. Est-ce qu'il y aurait des indicateurs de l'érosion de la biodiversité ou au contraire d'un certain renforcement ou d'un essor de la biodiversité qui serait utilisable au quotidien par des individus, des ingénieurs ou des organisations, comme il peut y en avoir pour le carbone par exemple? Ouais. Alors, je n'ai pas à ma connaissance d'indicateurs un peu global sur la question. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font notamment via les sciences participatives pour tout ce qui est suivi de la biodiversité ordinaire, suivi des populations d'oiseaux, d'insectes, des plantes sauvages et tout ça. Donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui permettent de faire ces suivis-là. Donc, c'est un peu une approche d'inventaire naturaliste assez classique, où on se balade et on recense un peu les espèces que l'on croise. Et ce qui permet derrière de se faire un peu une idée en accumulant ces informations au cours du temps de l'évolution de la biodiversité. Après, on n'a pas de méthode simple pour avoir à un instant T une indication claire, parce que justement la biodiversité étant un paramètre dynamique,
c'est important d'avoir ce qui se passe sur le temps long, quoi, un minimum 5-10 ans, pour vraiment se faire une idée. Sinon, on ne peut pas avoir comme ça, à un instant T, une idée de la dynamique. Et c'est ça qui nous intéresse dans le problème aujourd'hui. C'est ce qu'on va plutôt dans une augmentation ou plutôt une diminution. Donc, voilà. Après, il y a quand même quelques astuces, entre guillemets, où on sait que certaines espèces, par leur présence, témoignent d'un milieu plutôt favorable de manière générale à la biodiversité. Voilà, si on prend les rivières, on sait que s'il y a la mulette perlière, qui est une petite moule d'eau douce dans cette rivière-là, on sait que c'est une rivière de super qualité, etc. Donc, a priori, on est plutôt sur des choses intéressantes. Et si on voit que, au cours du temps, la population de ces espèces augmente, on se doute qu'on est en train d'aller dans le bon sens. Et justement, tu parlais de dynamique. On a une question aussi sur l'inertie de ces phénomènes-là. Alors, j'ai un commentaire qui nous dit que depuis Covid-19, 15 jours, et il y a déjà des choses qui changent. Est-ce que tu as une remarque par rapport à ça, aux différentes inerties qu'il peut y avoir dans le système, dans les Ouais, systèmes? c'est aussi une réflexion que j'ai. Je n'ai pas forcément de réponse claire là-dessus, mais je m'interroge beaucoup et je pense qu'il y a quand même une réactivité très forte du vivant, ou dès lors que les conditions qui le brident un petit peu sont levées, il peut y avoir un redécollage assez rapide. J'ai cet espoir en tout cas, mais je pense que ça peut être le cas, et je pense que notamment dans le monde agricole, le fait d'avoir des paysages qui se recomplexifient avec de nouveau des arbres, des rotations plus complexes dans les cultures, etc. En fait, je pense qu'assez rapidement, la biodiversité peut revenir. Mais ceci étant dit, ce qu'on observe quand même, c'est aussi un effet d'inertie dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, on a peut-être déjà franchi certains seuils où en fait, les populations ont été trop durement affectées, il y a des effets irrécupérables dans certaines zones, dans certains milieux, où il va falloir attendre très longtemps par des repeuplements de populations qui viennent d'ailleurs, pour que vraiment on puisse retrouver des niveaux de biodiversité intéressants, quoi. Donc, il y a un peu tout ça qui se mélange. Oui, tu parlais d'espoir. Donc, d'un côté, il ne faut pas être naïf. D'un côté, on a d'espoir quand on voit des cerfs qui reviennent en ville au bout de 3 jours. Il y a quelqu'un qui pose cette question, justement, comment pouvoir introduire ces notions de biodiversité aux ingénieurs sans les écraser par ces sentiments complexes et mêlés, et surtout assez sombres, et surtout en montrant quelles sont les compétences qui peuvent leur permettre de contribuer plutôt à la solution qu'au problème. Là, malheureusement, le problème, il n'est pas restreint à la problématique biodiversité, parce que quand on parle du changement climatique ou du pic pétrolier, c'est tout aussi tragique. Donc, comment on fait? Je n'ai pas non plus de recette miracle. Je pense qu'avoir des discours honnêtes sur la question, c'est déjà un premier pas. Arrêter de se raconter un peu des histoires sur tout va bien, on va trouver une solution. Ça me semble être une démarche d'honnêteté intellectuelle assez non négociable. Et puis après, effectivement, alors ça prend un peu de temps avant d'intégrer tout ça, de s'y confronter. Mais à nouveau, et pour peut-être faire le lien aussi avec les cursus ingénieurs, je pense que cette approche des problèmes où justement on s'y confronte pour de vrai, quoi, on ne fait pas semblant, on va voir les problèmes, on va voir leurs causes, on essaie de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et quelles sont les pistes à explorer pour que ça ne se passe plus comme ça. Je pense que les ingénieurs sont plutôt bien placés pour pouvoir… à nouveau, je ne crois pas beaucoup à des solutions techniques à ce niveau-là, parce que c'est quand même des phénomènes qui sont très macro, quoi. C'est vraiment l'organisation globale du système économique à l'échelle mondiale qui explique en bonne partie tout ça. Mais néanmoins, derrière les métiers dans lesquels ils vont s'investir, dans leur vie de citoyen, leur vie politique, je pense que les ingénieurs ont en revanche toute leur place pour participer plus à la résolution de ces problèmes-là, plutôt qu'à leur aggravation, dès lors qu'ils ont été bien informés. Et à propos d'information, on constate qu'il y a parfois une incompréhension, ou en tout cas un manque de vision du lien entre la biodiversité et différentes technologies qui peuvent paraître éloignées, des domaines qui peuvent paraître comme n'ayant rien à voir avec la biodiversité. Est-ce que tu aurais des exemples dans ce cas-là, ou toi, au contraire, tu vois des exemples peu connus? Est-ce que, par exemple, le numérique, tu pourrais nous expliquer l'impact du numérique sur l'environnement? D'autres technologies qui ne sont pas forcément intuitives, on ne parle pas de construction de route, par exemple. Sur les liens indirects,
Je dirais que les principaux sont pas mal liés à notre alimentation, comme je le disais. Ouais, quand on va dans un restaurant de sushi et en fait qu'on se rend compte qu'on a du thon rouge et des crevettes issues de la déforestation des mangroves en Asie du Sud-Est, c'est pas forcément très intuitif. C'est des choses, si on n'en a pas entendu parler, on peut pas forcément le savoir. Pareil pour tout ce qui va être alimentation au soja des élevages intensifs en France. Donc, c'est en tout cas les liens les plus évidents, moi, aujourd'hui, me semblent être de ce côté-là. Après, globalement, je pense qu'on va retrouver pas mal de logiques qui s'appliquent au climat et aux émissions de CO2, dans le sens où tout ça, derrière, d'une façon ou d'une autre, se trouve dans l'exploitation des ressources naturelles, qu'elles soient minières, biologiques, etc. Donc, on retrouve des logiques assez semblables. Et effectivement, le numérique, parce qu'il a besoin de métaux, parce qu'il a besoin de tout ça, participe aussi à l'essor des exploitations minières dans les forêts du Congo, etc. Donc, il y a aussi des liens à ce niveau-là. Une question là. Est-ce que comme pour le climat, il y a les climato-sceptiques, est-ce que sur la biodiversité, c'est un consensus ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui la réfutent? Et si oui, c'est quoi leurs arguments? Ce serait quoi leurs arguments s'il y avait ça? C'est une bonne question. Je n'ai pas connaissance de biodiversité sceptique. À nouveau, là, le consensus scientifique, il est absolument clair. Et enfin, c'est des choses qu'on mesure, qu'on constate. C'est même plus il y a aussi des prédictions, mais il y a des constats établis qui ne laissent pas de place au doute. Donc là, il faudrait aller réfuter les faits et tout ça. Bon, c'est ce que font les climato-sceptiques, mais en tout cas, sur le consensus scientifique, il n'y a pas de problème. Après, sur, disons, plus les discours et les contre-discours, j'en ai pas trop entendu. Je pense que ça doit exister, mais je pense qu'ils se mettent, comment dire, ils se fondent de manière plus générale dans tous les discours plutôt anti-écolo, un peu classiques, où voilà, en fait, derrière, on exagère les problèmes, en fait, c'est pas si grave, on vit quand même mieux qu'avant, etc. On minimise un peu tout ça. Je pense que ça participe plus globalement à un discours conservateur sur ces questions-là. Est-ce que tout ce qui est zones naturelles protégées, là, qui se mettent au niveau international, que ce soit les parcs, les réserves, les corridors écologiques, c'est une solution pour la biodiversité ou c'est juste un petit sparadrap sur… Ça dépend un peu des contextes, je pense. Si on prend la France, je pense que parce qu'on a quand même des institutions qui peuvent faire en sorte que ces zones-là sont vraiment protégées, etc., ou alors fassent l'objet d'aménagement, en tout cas de l'activité humaine et de ces zones-là de manière à préserver la biodiversité. Je pense que ça va plutôt dans le bon sens. En tout cas, que ce n'est pas juste des fausses solutions. Après, bon, alors je vais revenir sur ça après. Et après, si on prend d'autres contextes, typiquement dans des pays pauvres, en Afrique ou quoi, où là, les zones de protection se font de manière un peu moins, voire pas du tout, en concertation avec les populations locales, à l'encontre de leur culture, de leur tradition, de leurs conditions de vie même. Enfin, là, les questions sont plus complexes, mais je suis moins spécialiste de tout ça, donc je ne pourrais pas vous répondre de manière précise. Après, je voudrais juste revenir sur la question des zones naturelles, parce que ça pose aussi une question qui n'est pas tranchée au sein de la communauté des écologues, ou de manière générale des gens qui s'intéressent à la conservation, qui est en fait un peu, il y a deux écoles, c'est soit on fait des zones vraiment protégées où l'action de l'homme est la plus restreinte possible, ou alors on fait plutôt des formes de cohabitation entre l'homme et les autres espèces. Voilà, il y a un peu ces deux formes-là. Alors, c'est un peu caricatural, il n'y a pas deux écoles qui s'affrontent violemment, mais il y a un peu des fois des idées qui reviennent. Et voilà, c'est pas quelque chose de tranché. Derrière, il y a aussi des valeurs qui rentrent en jeu et qui ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Donc, voilà, je m'abstiendrai de prendre position sur ces sujets-là. Une question qui me paraît intéressante, est-ce que l'impact de tout ce qui est développement des énergies non renouvelables, le solaire, l'éolien, a été mesuré sur la biodiversité? Alors, il y a sûrement eu des études, mais je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Je crois qu'il y a des choses sur les éoliennes et les oiseaux, par exemple, mais je n'ai pas creusé la question. Donc, je ne pourrais pas. Et à propos de mesure, on avait une question que je lis. La tendance même de mesurer n'est-elle pas déjà un problème en soi? Une réduction subjective de la nature à des finalités propres à l'humanité? N'est-il pas un biais typique de l'ingénieur? La crise actuelle n'est-elle pas d'abord une crise philosophique liée à notre rapport technique et utilitariste à la nature?
Vous avez 2 heures. 2 heures, ça serait pas beaucoup. C'est ce que j'ai un peu essayé de Oui. faire transparaître au cours de cette intervention. Donc, j'espère que oui, vous l'avez ressenti, que ce n'est pas juste un problème technique. Non. À propos des solutions, là, pour revenir un petit peu sur ces questions-là, est-ce que tu as connaissance de dispositifs ou d'intégration de la biodiversité dans certains dispositifs? Alors, je pense par exemple à des scénarios énergétiques, des scénarios de transition ou à la responsabilité sociétale des organisations. Est-ce que tu as connaissance voilà, de scénarios qui prendraient en compte la biodiversité, soit sous forme d'indicateur, soit sous une autre forme? Non, pas vraiment. Après, là aussi, je n'ai pas une connaissance exhaustive de tout ça, mais il me semble quand même que c'est assez sectoriel tout ça et que la biodiversité va être regardée dans le plan de biodiversité, mais pas dans le plan énergie et tout ça. Enfin, il n'y a pas forcément de croisement et de regard un peu transversaux là-dessus. Je réfléchis maintenant. Ce que tu mentionnes, c'est qu'il y a beaucoup de silos, mais tu as quand même mentionné le lien entre biodiversité, économie, énergie, qualité de vie. Donc, c'est aussi à ce niveau-là, je pense que ça peut se faire. Oui, complètement. Dans la réalité du monde, tout ça est évidemment très lié, très interdépendant. Après, dans notre approche, soit scientifique, technique, institutionnelle, on est quand même plus ou moins dans des approches sectorielles. Voilà, donc j'ai pas forcément connaissance de trucs très poussés, un peu intégratifs sur ces questions-là. Mais enfin, si, sauf à avoir finalement ce que fait dans l'écologie politique, quoi, qui essaie d'avoir une approche un peu globale sur les questions climat, énergie, biodiversité, en proposant des trajectoires de développement et d'épanouissement qui sont un peu compatibles avec les limites physiques de la planète. On a une question assez concrète. Est-ce que tu as connaissance d'entreprises ou de secteurs qui seraient des bons secteurs pour nos futurs ingénieurs par rapport à la question de la biodiversité? Alors là aussi, c'est un peu dur de répondre juste C'est sur la sûr. biodiversité, parce que ça fait partie d'un tout. On a discuté à plusieurs reprises. Après, non, des secteurs, disons, plus généralement importants dans la transition écologique, je pense qu'il y en a tout un paquet. Et il me semble, alors, sauf à vraiment, en fait, pas regarder le problème à sa racine, c'est-à-dire, enfin, si on je réponds en discutant. C'est-à-dire que si on se met par exemple, faire des tas et des tas d'infrastructures pour les énergies renouvelables et que derrière, on ne réfléchit pas à notre besoin, à la sobriété et tout ça, bon, on ne réglera ni le problème énergétique, ni le problème de la biodiversité, etc. Donc, il y a quand même à nouveau une espèce de cohérence générale à avoir sur tout ça. Mais après, voilà, des domaines comme l'agriculture, l'agroalimentaire, comme l'éco-conception de tout un tas de choses, hein, depuis le bâtiment jusqu'aux objets de consommation quotidien, à l'équipement des entreprises, etc. Enfin, tout ça, en fait, de manière générale, participe à une réduction des pressions exercées par l'espèce humaine sur son environnement, parce qu'on aura besoin de moins de ressources pour faire ça. Tout le monde des low-tech me paraît être extrêmement prometteur là-dessus. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. En fait, il faut repenser à peu près l'intégralité des secteurs économiques à l'aune des limites de la planète. Et pour ça, les ingénieurs sont, à mon avis, bien placés. Après, selon ces domaines de prédilection, on va plutôt aller vers essayer de développer un Internet hyper sobre ou aller plutôt faire des machines agricoles qui sont mieux dimensionnées et qui consomment moins de pétrole, etc., etc. Une question sur le lien entre la réduction de la biodiversité des cultures et la santé. Est-ce qu'on a des études qui montrent que réduire la biodiversité des cultures en standardisant un peu les graines, etc., a des conséquences sur la santé humaine ou pas? Alors, j'en profite pour dire que ça, c'est un aspect de la biodiversité, effectivement, que je n'ai pas du tout abordé là dans le cadre de cette intervention. C'est tout ce qui est la biodiversité cultivée ou encore agrobiodiversité, donc la diversité des cultures et des races de plantes qu'on cultive ou d'animaux qu'on élève. Donc ça, c'est effectivement aussi un pan de la biodiversité qui aujourd'hui est très réduit par rapport à ce qu'il a pu être. Donc, ouais, enfin, juste un ordre de grandeur, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est les 3/4 de la production de nourriture, enfin de biomasse agricole mondiale, c'est seulement une dizaine d'espèces végétales qui la produisent.
Donc, on a vraiment très fortement réduit à la fois le nombre d'espèces qu'on cultive et aussi la diversité génétique au sein de ces espèces-là. Alors après, est-ce que ça a des impacts sur la santé? Peut-être plusieurs éléments de réponse. Je pense que pas forcément la diversité génétique, mais plus globalement la diversité de notre régime alimentaire via la grande simplification, le fait qu'on mange finalement un très petit nombre de plantes pour nous nourrir ou d'animaux, fait que ça, oui, ça peut avoir des effets sur la santé. Après, bon, c'est quand même plutôt des effets, enfin les effets négatifs de l'alimentation sur la santé vont quand même surtout être dus à la surconsommation de sucre, de graisse et de choses comme ça. Donc c'est un peu un effet indirect. Après, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des effets indirects dans le sens où cet appauvrissement de la biodiversité cultivée, en fait, fragilise les agrosystèmes et rend plus vulnérables à l'arrivée de nouvelles maladies, à des choses comme ça, et donc nous font peser un risque finalement sur la sécurité alimentaire. Donc ça, indirectement, évidemment, ça a des effets sur la santé. Une question un peu particulière, je te la lis. L'hypothèse de seuil limite qui conduirait à l'emballement et à la disparition de ces écosystèmes a été récemment remise en cause sur une étude de plusieurs milliers d'écosystèmes montrant que seuls 5% pourraient fonctionner avec ce seuil, en incluant les coraux. Ceci n'enlève en rien les risques, car l'étude montre au contraire que les écosystèmes sont perturbés dès les premières disparitions. Est-ce que tu peux commenter cette notion de résilience et de seuil limite d'érosion, s'il te plaît? Alors, je n'ai pas connaissance de cette étude, donc si elle apporte des éléments Ouais. complémentaires, ça sera ouais, à regarder avec intérêt. Un truc, en fait, moi, c'est vraiment à titre personnel et plus de l'ordre de l'intuition, mais qui me fait penser à ces histoires de seuil, c'est notamment sur la disparition des insectes dans les zones agricoles. On voit que les études qui font état de cette dégradation très forte des effectifs, elles voient que c'est sur, enfin, finalement, les 10 dernières années, on a perdu les 2 tiers des insectes. Donc, c'est vraiment assez récent, finalement, alors que les facteurs à l'origine de ces dégradations, c'est-à-dire l'intensification de l'agriculture et tout ça, ils ont 50 ans, voire plus. Donc, on a vraiment une sorte de décalage entre ce qui provoque la dégradation et les effets un peu constatés. Alors bon, il faudrait des études, une méta-analyse un peu plus large pour vraiment étayer tout ça, mais c'est un peu, moi, ce qui intuitivement me fait penser à ces effets de seuil où effectivement, on peut encaisser des perturbations pendant un certain temps et puis tac, passer certains moments, quand c'est devenu trop chronique ou quoi, trop important, se mettent en place des phénomènes de type emballement ou quoi, de rétroaction, qui font qu'on arrive à des effondrements assez brutaux. Voilà un peu ce qui, moi, intuitivement, me laisse penser que c'est une hypothèse crédible, mais à nouveau, s'il y a des études qui viennent nuancer un petit peu tout ça, ça sera à regarder avec attention. Hmm. Tu as parlé de l'éco-conception et si on parlait des low-tech, est-ce que selon toi, ça pourrait faire partie, avec toutes les réserves que tu as déjà mises, est-ce que ça pourrait faire partie des solutions vraiment envisagées par les ingénieurs, une approche relativement compatible avec la biodiversité? Ouais, tout à fait. C'est à nouveau, enfin, tout ce qui va dans le sens d'une moindre pression sur les ressources naturelles pour fabriquer des objets de toutes sortes, me semble être quelque chose qui va dans le bon sens. Donc, j'aurais tendance à dire oui, sauf après tous les risques d'effets rebonds qu'on connaît bien, qui peuvent être associés à tout ça. Mais globalement, si c'est bien fait, ouais, ça pourrait bien marcher. Dans notre projet, on essaye d'utiliser, de questionner la sémantique, les mots, de questionner les mots qui sont importants, qui portent beaucoup de choses finalement. Et il y a aussi la question par rapport au mot de biodiversité. Que penses-tu de ce terme-là et de son utilisation concrète, par exemple, pour notre projet? Dans le sens où ce terme est certainement très précis, mais il est aussi assez complexe et parfois mal compris, je pense. Est-ce que, par exemple, les gens comprennent bien que l'humain y est intégré? Est-ce que la diversité des espèces, elle prévaut sur la conservation des individus ou des populations? Enfin, il y a beaucoup de questions sous-jacentes à ce mot-là. Est-ce qu'il faut conserver ce mot-là parce qu'il est important au niveau scientifique selon toi? Il fait consensus? Est-ce qu'il faut utiliser d'autres mots? La nature, le vivant? Ouais, c'est une super bonne question. C'est vrai que moi j'ai un peu j'ai un gros biais évidemment issu des sciences de l'écologie. Donc pour moi, biodiversité, c'est un terme qui m'est très familier et qui me parle et enfin, justement permet d'apporter plein de nuances intéressantes sur les différentes échelles du vivant, sur les dynamiques, etc.
Après, d'un point de vue plus, culturel, je ne sais pas forcément, j'ai pas de réponse, tranchée à apporter là-dessus. J'aime bien le terme vivant, il me semble assez englobant et aussi, on peut plus facilement s'y retrouver en tant qu'être humain. Donc la vie sur terre, le vivant me semble assez bien, refléter ça et je pense gagnerait à être plus mobilisé dans une idée de sensibilisation et de comment dire? Les gens se sentent un peu plus touchés aussi par ces problématiques. Une dernière question, peut-être. On entend rarement parler, me semble-t-il, de l'impact de la démographie humaine dans les discussions. Est-ce que c'est tabou? Non, je ne pense pas que ce soit tabou. Si on regarde, le rapport de l'IPBES, ça fait partie des facteurs indirects, là aussi. Si on regarde l'appel des 15 000 scientifiques là, qui a eu lieu, je crois, il y a 3 ans, pareil, ils citaient la démographie comme étant un facteur, un élément du problème. C'est un peu toujours la question de l'impact d'une population donnée et le produit de cette population et des impacts individuels de chacun des membres de cette population-là. Donc après, c'est un peu comment on regarde le truc. Je pense, enfin, c'est que évidemment, donc, c'est un élément du problème entre guillemets plus général de l'impact de l'homme sur la planète. Après, il me semble que il faut pas non plus lui donner une importance. Enfin, il faut pas regarder que ça dans le sens, par exemple, c'est pas parce qu'on est plus nombreux nécessairement. J'ai essayé de bien le formuler parce que c'est pas évident. Mais si on prend par exemple du soja pour nourrir les bestiaux qui derrière vont alimenter les différents humains, c'est pas parce qu'on est plus nombreux, c'est parce qu'on mange plus de viande et de produits animaux de manière générale. C'est pareil si on regarde les problématiques de déforestation liée à l'huile de palme, si on regarde les pollutions en France des milieux agricoles et tout ça, il n'y a pas forcément de lien direct avec la démographie. Ils vont être plus marqués sûrement dans d'autres régions du monde. Mais à nouveau, il faut regarder est-ce que c'est plutôt un effet purement démographique local ou est-ce que c'est plutôt des effets induits des changements globaux de consommation, de choses comme ça ailleurs sur la planète. Voilà, si il y a 500 millions de Chinois qui se mettent à manger plus de viande et de produits animaux, évidemment, ça va avoir un impact extrêmement fort sur l'exploitation des ressources, au-delà du simple impact démographique. Et ça, c'est lié au fait que ces populations sont plus riches, et ça, c'est aussi indirectement une conséquence de l'abondance énergétique qui permet de créer de la richesse au sens premier du terme, quoi. Quelques éléments de réflexion, j'ai pas d'idée très tranchée là-dessus non plus. Puis je connais sur le tabou. Vas-y, Daniel. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, c'est assez technique, assez spécifique, mais si jamais tu as des éléments, réponds-nous. C'est à propos des impacts de la 4G et éventuellement de la 5G sur la biodiversité. Est-ce que tu as des éléments par rapport à ça? Non, rien de très précis non plus. D'accord. À part à nouveau l'aspect un peu big picture où ça fait partie d'un mode de développement qui n'est pas forcément le plus pertinent vis-à-vis de ces politiques-là. Très bien. Alors, on a une question aussi, c'est comment parler de décroissance dans une école d'ingénieurs? Je ne sais pas si c'est toi qui peux répondre à ça, mais en tout cas, c'est une remarque et une question très intéressante et importante qui vaut la peine d'être mentionnée. Ouais, il faut regarder les conférences de Jean-Marc, je pense qu'il dit ça. C'est que globalement, on n'a pas le choix. Enfin, la décroissance, on va la vivre. On arrive au bout des ressources qui nous permettent aujourd'hui de maintenir notre système de production donc, énergétique au premier ordre, mais aussi les ressources minières en différents métaux, etc., même les ressources naturelles. Donc, on va devoir gérer cette décroissance-là. Après, toute la question, on la gère, est-ce que c'est de manière subie ou de manière anticipée? À mon avis, c'est en ces termes-là qu'il faut poser les questions. Et je pense que la décroissance en soi des productions est très peu corrélée à d'autres paramètres qui nous importent plus, comme nos conditions de vie matérielles, notre bonheur et tout ça. Enfin, il faut essayer de dédramatiser et de l'aborder, encore une fois, de manière un peu, un peu globale, quoi. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et certainement du point de vue de la qualité de vie et pas du PIB.
Complètement. Ouais. À nouveau, le PIB, c'est une mesure directe de la destruction du monde, donc ce n'est pas forcément un indicateur pertinent dans ce qui nous intéresse, quoi. Une question la plus générale. Est-ce que d'après vous, il y a des risques de dictature environnementale conduisant à une réduction de liberté individuelle pour sauver la biodiversité? Est-ce qu'on peut aller vers ce genre de choses? J'y crois pas trop, non. Enfin, je pense qu'il y a plus de risques de dictature par des phénomènes du totalitarisme avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, qui fait quand même pas mal penser au début du siècle dernier. Après, une dictature juste, non, j'y crois pas beaucoup. Enfin, au nom de la biodiversité, ça me paraît assez peu probable. Ça reste des questions éminemment politiques. Moi, j'ai une question beaucoup plus scientifique. Tu as montré la répartition de la biomasse où on voit une domination de l'humain et des animaux d'élevage qui sont là pour les humains. Est-ce que ça a toujours été comme ça et voilà. Est-ce que ça a toujours été le cas finalement? Non, parce que donc là, sur ce graphique en question, c'était donc les mammifères terrestres. Donc il y avait effectivement une prépondérance très marquée de l'humain et des animaux d'élevage. Non, ça s'est fait de manière enfin, pas graduelle. Il y a eu une forte accélération à nouveau au cours de l'industrialisation de nos sociétés. Mais globalement, depuis le néolithique, on a commencé la domestication et aujourd'hui, il y a toute une phase où au début, peu d'humains et très peu d'animaux domestiqués et beaucoup de grands mammifères sauvages, et puis ça s'est progressivement inversé. Une question très concrète. Quel est l'impact d'une élévation de température de 2 degrés sur 50 ans comparé aux conséquences des 5 degrés sur 20 000 ans? C'est qu'on est sur un rythme 100 fois plus rapide, que potentiellement un grand nombre d'espèces ne va pas pouvoir suivre, et notamment les espèces végétales, notamment les arbres, vont avoir beaucoup de mal à suivre ce rythme-là. Déjà, les dépérissements en cours dans pas mal de forêts là, au cours des derniers étés, on se doute qu'il va y avoir des impacts assez dramatiques, notamment sur les peuplements forestiers. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse. Merci. Je pense qu'on va en rester là. Il est 18h21, on est quasiment à la fin de la conférence. Déjà, merci pour ton intervention. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions complexes et qui sortaient parfois de ton domaine. Merci aux participants. Et voilà, j'espère que cette audition aura permis d'ouvrir un petit peu certaines bases sur la question de la biodiversité pour que tout le monde puisse avoir une certaine compréhension de cette thématique et aussi d'ouvrir justement ce débat par rapport aux compétences, connaissances que l'on doit intégrer dans les formations d'ingénieurs. Je ne sais pas, Claude, si tu vas rajouter un mot par rapport à tout ça. Non, merci beaucoup à tout le monde. Dire qu'on était au maximum là 100 personnes ce soir. La conférence est enregistrée, donc on va la mettre à disposition de tous les INSA et de toutes les écoles. Donc n'hésitez pas là aussi à la faire partager aux gens qui n'ont pas pu être là ce soir. L'idée, c'est aussi qu'on augmente le niveau de connaissance de toutes nos équipes pédagogiques pour pouvoir ensuite pouvoir parler de ça dans nos cours. Merci encore, Félix. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.